Eh bien, bonjour. Nous allons parler maintenant des machines esclaves. La question essentielle est de savoir si les machines sont nos esclaves ou bien si, à l'inverse, nous sommes devenus les esclaves des machines. Il est certain qu'elles nous obéissent, elles nous sauvent la vie, elles ont une grande importance domestique, elles nous font le café le matin, elles nous aident à faire le ménage. Mais est-ce que nous ne sommes encore pas capables de nous passer des machines? Et disons, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup nous devions renoncer à toute cette technologie? Alors avec moi pour discuter de tout ça, j'ai Gwen de Bonneval, qui est un dessinateur de bande dessinée, né à Nantes, et qui a fait samedi dimanche avec Fabien Wellman par exemple. Alors il est aussi bien scénariste que dessinateur. Par moments il dessine sur les scénarios de certains. À d'autres moments, il écrit le scénario pour Mathieu Bonhomme, par exemple, Messire Guillaume, qui a justement reçu le prix d'Angoulême aussi. On peut peut-être citer, qu'est-ce qu'il y a, Les Derniers Jours d'un Immortel, c'était avec Wellman, et surtout les adaptations des récits de John Reel, un auteur danois. Ce sont des récits qui se passent dans le Grand Nord, des petites mésaventures, et donc là on est très très loin de la technologie. Mais c'est en ça que ça peut être intéressant, c'est d'avoir aussi un point de vue là-dessus. Vincent Bontemps, spécialisé en philosophie des techniques, un ingénieur expert en méthodologie de la conception au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, donc au CEA. Il réfléchit pas mal sur le rôle des instruments scientifiques de recherche et sur l'éthique des relations entre l'homme et la machine. Il est l'auteur d'un livre sur Bachelard, ce qui tout de suite nous rend heureux. On adore Bachelard. Et puis, il a dirigé un colloque à Cerisy, le colloque de Cerisy, sur Gilbert Simondon, dont il nous parlera, et l'invention du futur. Les actes sont parus chez Klingsik. Ensuite, Lev Grossman, qui est un journaliste et écrivain, qui décidément ne quitte plus la scène. Il a eu le prix Campbell en 2011. Il est surtout connu en ce moment pour sa trilogie des magiciens, publiée chez La Talente. On va peut-être aussi évoquer, il y a Warp et il y a Codex, le manuscrit oublié, publié chez Kalman Levy, qui parle d'un homme un peu autiste sur les bords et qui serait un génie de l'informatique. Ce qui est marrant, c'est qu'une personne qui serait autiste est aussi génie de l'informatique. Sylvie Denis, romancière, essayiste, anthologiste, qui a dirigé la revue Cyberdreams de 95 à 98 et qui est donc une grande découvreuse de talents et d'auteurs nouveaux. Elle est également traductrice. Elle a notamment traduit Greg Egan, Stephen Baxter, Gail Carriger, Norman Spinrad, excusez du peu. Elle a eu le prix Solaris, le prix Rosny-Aîné, celui des Imaginales. Il y a un recueil de nouvelles que je vous recommande, c'est Jardin virtuel. Elle a écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Ses deux derniers romans, un diptyque paru chez La Talente, c'est La Saison des singes et L'Empire du sommeil. Et puis Anna Starobinets, auteure russe, journaliste, que l'on surnomme la reine de l'horreur, la reine russe de l'horreur. Il y a un recueil de nouvelles qui montre un peu l'étendue et la palette de son talent que l'on trouvera actuellement chez Folio, qui s'appelle « Je suis la reine ». Et elle est actuellement finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire pour son roman « Le Vivant », qui est paru récemment. Et en 2016, elle a publié aussi Refuge 3.9 chez Agulot. Voilà. Et nous avons donc notre traductrice qui nous aidera. Alors voilà, pour la première question, avec des auteurs qui sont venus d'horizons aussi différents, j'aimerais peut-être demander, à Lev Grossman, si on peut vraiment parler d'esclavage de la machine. Est-ce que les machines sont vraiment devenues nos esclaves? I have an app on my phone which
keeps track every day of how many times I pick it up and how long I spend looking at it. And at the end of the day, I check it to see how much time I spent staring at it. And I frequently get up to 6 hours. I've never gone below 3, despite my best efforts. So it's very unclear to me which way the power relationship goes. It is ostensibly a tool, which I spend a lot of money on, but if it has an agenda, I often wonder if I'm serving its agenda rather than the other way around. I will say that I write fiction and I have another life as a journalist, and I spend a lot of time in Silicon Valley talking to engineers and entrepreneurs, the people who create these technologies, including the iPhone. I spent a fair amount of time with Steve Jobs before his death. I've spent a good amount of time with Mark Zuckerberg as well. And I will say they are very unreflective about the consequences and the effects of the technologies that they develop. They are very bent on maximizing the amount of time we spend engaged with their technologies. And if that results in our alienation from our families or from ourselves or a loss of productivity, it's very much my sense that they don't care. So I feel as though if anybody's serving anybody, I'm serving the ghost of Steve Jobs more than anything else. Très bien. Sylvie Denis, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de dépendance par rapport à la machine, puisque nous l'utilisons sans cesse? Est-ce que dans tes romans, par exemple, on trouve cet aspect-là? Personnellement, je ne parlerai pas de dépendance. Je parlerai de coexistence ou d'extension que nous nous sommes fabriqués parce que nous avions des besoins et qu'à ce moment-là, on peut effectivement dire que les hommes préhistoriques étaient dépendants de leur silex ou de tous les outils qu'ils ont fabriqués. Mais si dépendance il y a, cette dépendance, c'est elle qui nous fait humains, même si des animaux, on sait, utilisent aussi des outils. Ce qui me gêne dans le mot de dépendance, c'est l'idée que quelque chose que l'on possède et qu'on utilise nous réduit, alors que parfois ça nous augmente de façon agréable. Parfois, ça élargit l'éventail des choses que nous pouvons faire. Et parfois, ça nous fait perdre du temps. Ça, c'est un fait que relevait Lev Grossman. Et effectivement, ça transforme dans une large mesure la façon dont nous utilisons notre attention et dont nous la distribuons. Et je pense que c'est un fait qui est effectivement nouveau, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne pense pas que les humains étaient à ce point obligés de gérer leur attention et leur concentration sur un certain nombre d'objets. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose de la dépendance. Oui, il y a peut-être un glissement comme ça. Vous êtes d'accord, Anna Starobinets, sur ce point? Well, I think probably, I'm sorry. Well, I'm not that optimistic. I think maybe that's not the problem of slavery, actually. Maybe we are not the slaves of the machines are not our slaves, but there is definitely some kind of union of machines and humans. Hybride. Elle cherche le mot hybride. Which doesn't look very good, actually. I don't like what I see because, 2 weeks ago in Moscow, I went out of my house. I forgot my phone at home, and I went out completely alone. And I found out that I have no phone when I was far from my house, far enough to come back for it. And well, when I was a
kid, we had no phones, and I did good without it. I could go whenever I wanted. I didn't feel that helpless. And that moment, I felt I need help. Although nothing bad was happening to me, but I understood that I remember no phone numbers of no of my friends. I hardly remember the phone number of my husband, and if something happens, I'm not sure the numbers themselves are the numbers I need, because I don't have this telephone, I don't have the app, I can't just put my finger on the screen and talk to him. Then I can't find my way to the point of destination. And I hardly remember anything. So I don't know who's slave. Maybe it means, well, I have a slave, but then the slave is ill or dead, and I can't manage without my slave. We can think about this like that, but in the same time, maybe I kind of I'm not full without all those apps and all the gadgets and devices, and I lack something which frightens me a little bit. Mm-hmm. Oui, le problème, c'est peut-être l'impossibilité de revenir en arrière, une fois qu'on a pris l'habitude d'utiliser quelques objets technologiques. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Gwen là-dessus, ou même en présentant peut-être des personnages qui sont dans le Grand Nord et qui, eux, apprennent à survivre avec un minimum d'objets. Oui, moi, ce que ça m'évoque, plutôt, c'est la dépendance qu'on a dans nos modes de vie, mais c'est une dépendance globale. On est dans un monde c'est un système qui est hyper complexe, et ce système, voilà, Anna parlait de son téléphone qui ne marchait pas, mais on a une journée sans Internet, on ne travaille pas, on est perdu, on a du mal. Oui, on travaille très bien quand même. Oui. Et en fait, la difficulté, pour moi, c'est la fragilité de notre existence dans un monde hyper complexe tel que celui-ci. Et je vais parler de l'énergie, en fait. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir ces machines-là, c'est qu'on a une énergie qui est abondante, qui est peu chère, et qui nous permet actuellement d'avoir des esclaves énergétiques. Actuellement, en France, je crois que ce sont des chiffres de 2012, mais un calcul a été fait qu'un Français avait pour lui 400 esclaves énergétiques. C'est-à-dire qu'on est tous des nababs, et on ne s'en rend même plus compte. Donc cette dépendance-là, moi, m'inquiète un petit peu, parce qu'on est dans un monde qui a des grosses difficultés, des déplétions des ressources, des minéraux, de l'énergie, etc. Donc c'est un monde qui est très fragile. On se croit très puissant, mais on est dans un monde qui est très fragile. Avec tout ce qu'on a entendu, on aurait spontanément envie d'aller vers une formulation presque hegelienne du rapport de la dialectique du maître à l'esclave. C'est-à-dire, nous avons des esclaves, mais du fait même que nous avons des esclaves, nous venons dépendants d'eux. Et donc, dans un certain ressort, ça se retourne, et le maître n'étant plus capable de s'assumer seul, alors que l'esclave pourrait le faire, eh bien, il devient lui-même esclave de sa dépendance aux esclaves. Mais je ne crois pas que ça soit entièrement juste. En tout cas, il ne faut peut-être pas commencer par poser la question comme ça. Les machines qui sont autour de nous, de manière évidente, sont asservies. C'est-à-dire, nous utilisons les principales machines que je pense être facile en termes de moyens de production, ou même à notre service quand elles sont des esclaves énergétiques. Nous les utilisons dans des buts qui sont fixés par une certaine forme de productivisme. Et ça a été vrai, y compris dans des organisations sociales qui n'étaient pas forcément les organisations sociales du capitalisme. Ça a été vrai dans le socialisme réel, qui était un productivisme d'un autre type. Ce serait vrai, y compris du nazisme, qui n'avait pas des buts rationnels d'engrangement de capital, donc d'accumulation de capital. Donc c'est un problème plus large, qui a un rapport avec la puissance, et presque au sens scientifique. Vous voyez, la puissance, c'est le fait de pouvoir, c'est le débit d'énergie par unité de temps, la puissance, en sciences, en physique. Et il est vrai que chaque fois qu'on fait un progrès
dans le rendement des machines, a priori, la conséquence devrait être que nous consommons plus lentement le stock d'énergie qui est à notre disposition. Donc nous devrions être en train de ralentir la consommation du monde. Et deuxièmement, nous faisons plus vite ce que nous avons à faire, donc nous devrions gagner du temps. Vous voyez bien que le progrès technologique devrait être quelque chose qui ralentit la dégradation de l'environnement et en plus offre du temps libre aux êtres humains pour faire d'autres choses. Les machines sont nos meilleurs alliés pour rester en vie le plus longtemps possible sur cette planète, ça ne fait aucun doute. Et pourtant, ce n'est pas ça qui se passe. Parce que nous aliénons les machines à la recherche de la puissance. C'est-à-dire que nous recherchons constamment des machines qui consomment le plus vite possible l'énergie qu'on leur fournit. Et nous nous abreuvons de ça. Et donc c'est parce que nous aliénons les machines à ce rythme productiviste que ensuite, nous qui formons système avec les machines, eh bien évidemment nous nous retrouvons du même coup asservis à ce rythme. Mais ce ne sont pas les machines qui sont responsables de cette servitude, je dirais. Dans un premier sens, c'est parce que nous faisons un usage relativement irrationnel des moyens de ce que sont les machines. Alors ça c'est le dispositif énergétique. Il y a un autre sens à la réduction en esclavage des machines, qui est un sens plus éthique, qui est que nous nous comportons avec les machines comme les gens de l'Antiquité se comportaient avec les esclaves. Nous avons notamment le droit de vie ou de mort avec une machine, et ça c'est une chose assez affolante. Le philosophe que vous avez cité au début pour me présenter, Gilbert Simondon, se référait à un proverbe latin qui se trouve encore dans les pages roses, pour ceux qui ont encore des vieux dictionnaires. Il y a donc des dits et des dictons latins qui sont situés au milieu, et il y en a un qui s'appelle Sardi Venales, alius alio necior. Et ça veut dire les sardes sont à vendre, chacun plus triste que l'autre. Et ça fait référence à un épisode où un général qui s'appelait Gracchus, romain, avait envahi la Sardaigne, réduit, donc fait beaucoup de prisonniers de guerre, revient à Rome et les vend comme esclaves. Ce sont des prisonniers de guerre, il est hors de question de les libérer, et ils sont réduits en esclavage. Et au début, ça marche bien, il les vend, puis ensuite, il y a moins de demandes, donc il commence à les brader, puis à la fin, c'est 5 pour le prix de 2, et puis c'est après, achetez-moi un esclave, je vous en offre 2 de plus. Voilà, et au bout d'un moment, plus personne ne veut d'esclaves. Et là, les esclaves comprennent ce qui les attend. C'est-à-dire, le type a fait tout ce qu'il pouvait, si vous voulez, pour les vendre et donc pour les maintenir en vie. Mais là, il n'y a plus moyen. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il achète les bassins d'anguilles et de lamproie sur le port, avec le bénéfice qu'il a déjà fait, et il fait égorger les prisonniers de guerre, et il les découpe en morceaux, il les fait manger par les lamproies et les anguilles, et il les revend. Alors ça nous paraît abominable, mais dans sa civilisation, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Une civilisation où l'esclavage est le cas typique, je dirais, généralement admise, partout. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour en maintenir le plus en vie, il a fait preuve d'humanité, et ensuite il a rentabilisé. Et nous sommes dans la même situation avec les objets techniques. Les objets techniques, s'ils trouvent preneurs sur le marché, eh bien, ils ont une existence, pas très respectée. Quand ils ne marchent pas bien, on leur donne des coups de pied. De toute façon, on considère qu'on n'a pas de devoir envers une machine technique. Et puis, quand ils ne trouvent pas preneur, quand cette identité-là, sociale et culturelle, leur est refusée, eh bien, nous les détruisons et nous les revendons en pièces détachées. Nous essayons de recycler ce qui peut être pris. Eh bien, évidemment, ils ne souffrent pas, mais le problème éthique est le même. C'est-à-dire que nous n'avons aucun respect fondamental pour nos partenaires pour exister sur cette planète. Oui, c'est un peu l'humain réduit à sa fonction justement économique, et donc on fait la même chose avec la machine. Sylvie Denis voulait intervenir. Non, j'ai eu l'impression. Alors, c'est aussi une question de vitesse, puisqu'on va toujours plus vite. Et donc, j'ai envie de demander à Lev Grossman, qui est quand même assez préoccupé par le temps, où l'on trouve chez lui des carrosses horloges, ou même, chez lui, la magie, c'est aussi une manière d'aller plus vite. La magie, apparemment, c'est une forme de technologie, un petit peu différente. En tout cas, on a peut-être la même utilisation de la magie que celle de la technologie, mais certaines de ces inventions dans le roman sont finalement assez technologiques. On a des machines de Stoppard, par exemple. On est bien dans l'accélération du temps aussi. Well, it's quite interesting. The resurgence we've seen of fantasy, I think, in the last 10, 15 years. My sense is that when, the sort of foundational texts of the modern fantasy novel, the works, for example, of Tolkien and C.S. Lewis, were written very much in response to a huge technological crisis that these authors had lived through.
These were people who were born in the late 19th century and lived to see the advent of mechanized warfare in World War I. They saw horses replaced by cars. They saw the electrification of cities. They saw the rise of mass media. And in response to that, and really in shock to the transformation of a world which they no longer recognize, they created these fantasy worlds which were pre-technological. They rolled back the Industrial Revolution and tried to imagine a world where we hadn't let technology into our lives in this way that they found profoundly alienating. They dreamed of a world to which they felt more spiritually connected. And I see some of that repeating in the sort of passion for fantasy that has sort of reignited in the past 10, 15 years. I think we also, this generation, especially the generation of middle-aged people like myself who lived through the rise of the internet and its new ubiquity, I think we're turning to fantasy in a way to try to come to grips with what was it exactly that we gave up when we allowed technology into our lives? Technology which, ironically, mimics so many of the functions that we imagined that magic does. This ability to spy on people and conduct surveillance and kill people from a distance and things like that. You do it in magic and you do it again in technology, but it feels differently in technology. It's not my sense at all that we've gained time by allowing technology into our lives. You know, one of the things that, and there are studies on productivity, which I wish I had the numbers here, but I'm very conscious of the system in which we're embedded, this capitalist technological system. The point of developing new technologies is not only to service existing needs, but to create new needs which didn't exist before. I didn't used to have to check Twitter every 20 minutes. I do now. I'm restraining myself at this moment because I'm on stage, but only barely. Now, we have this system where if we don't need technology enough, they create new needs to capture Pokemon, for example, which I also didn't used to have to do, which now I'm employed full-time in doing. In order to, we haven't talked about money very much, but the point of it is not necessarily to increase productivity or to connect us to our loved ones. It's to make us into consumers all the time and to extract money from our interactions with our friends, for example. And basically, I think addiction actually is not an invalid word to use. It's to make addicts of us so that cash will flow to these incredibly wealthy corporations that create these objects. Oui, alors à ce moment-là, l'esclave de la technologique pourrait être de nouveau une forme d'asservissement de l'homme. Sylvie Denis, dans De en dehors par exemple, il y a des transcorporations qui utilisent la technologie à ces fins-là. On a des hommes libres et singuliers qui pensent qu'elle doit le servir. De nouveau, donc, la technologie, c'est un retour de boomerang, encore pour asservir l'homme. Dans la plupart des nouvelles de Jardin Virtuel, il y a une imbrication totale entre l'homme et les technologies qu'il a créées. Et tout à l'heure, j'ai oublié voilà. Vous avez utilisé système, et c'est exactement ça. On fait système avec ce que nous avons créé. On fait système avec la table, le micro, les bouteilles d'eau, les gens en face de nous, etc. Tout ça, c'est la totalité qui fait que nous pouvons exister chacun en tant qu'individu et faire des choses que font les gens. Et je ne comprends pas très bien en quoi une interdépendance est une diminution de quoi que ce soit. Est-ce que effectivement, est-ce qu'on perd notre temps et notre énergie à jouer au Pokémon et à regarder Twitter? Qui juge de ça? Qui peut dire qui doit juger de ça? Que devraient faire les gens s'ils
s'il n'essaie pas de gagner de l'argent, dans la mesure où nous vivons tous dans un système où, quelque part, nous avons besoin d'argent pour faire les choses que nous faisons. Acheter une maison, créer un foyer, acheter à manger, etc. Je veux dire, les choses n'existent pas de manière... Enfin, je ne vois pas les choses de manière déconnectée. C'est un système total, c'est un monde. C'est peut-être une question qui intéresse Anna Starobinets, puisqu'alors, pour ce qui est de la question de l'interdépendance dans le vivant, tous les humains sont interconnectés dans un réseau. La dépendance, elle est totale. L'humain n'existe plus sans le réseau. Qu'est-ce qu'on devient là? Yes, that's an interesting thing. Well, it is the situation when what we call our slaves, all those gadgets, devices, and networks, everything. Actually, those slaves are smarter than we are, and they are much more powerful than we are, which is very strange for slaves. So I imagined the situation when all the humanity was somehow okay. All the humanity connected was united into one living creature. At least all the parts of it, all the people believed that they are one living creature, and they had the kind of internet access directly to their brains. And they believed that they all live forever, that as they are the one living being, no one, like cells in the human body or like ants, no one can actually die forever. One person is dying, which is a pause, and then he is replayed. And each person has a number, so after a person dies, another person is born, but it is only the body which is born, and the personality is the same, and it has all the memories, it has all the documents, it has all the instructions from the previous reincarnation, how to live, to lead his life, knowing who he is. Well, I think that is actually a metaphor of the situation we are now, the situation which we... En fait, c'est une métaphore de la situation où nous sommes déjà pratiquement aujourd'hui. Потому что зависимость... отлично. Потому что зависимость нас как именно социальной структуры, как сообщества от интернета и от социальных сетей, она такова, что мы поодиночке, как раньше, как в дикие времена существовать уже не можем. Грубо говоря, если отключить все сети, отключить все гаджеты, мы выжить не... Ну, то есть выживут какие-то сильнейшие, но в целом мы не сможем выполнять никакие свои функции, которые мы сейчас выполняем при помощи вот этих сетей. И общаться мы не сможем, и узнавать, у кого день рождения, и поздравлять. То есть мы уже функционируем как некий такой муравейник. En fait, la dépendance qu'on a aujourd'hui, enfin, de notre société entre notre quotidien et Internet est telle qu'on ne pourrait pas revenir en arrière comme il y a des décennies. Si, par exemple, on débranche tous nos appareils, que ce soit portables, etc., on ne saura plus quand est-ce qu'on doit fêter l'anniversaire de notre cousine, de notre sœur. On ne saura plus à quel endroit se trouve tel théâtre. Enfin, voilà, on aura perdu vraiment tous nos repères. Et c'est vraiment cette sensation du fait que, voilà, si aujourd'hui toutes les machines s'arrêtent, on ne saura plus vraiment vivre. Oui, comme être humain, on pourra respirer, se balader, mais on ne saura plus du tout ce que c'est que de vivre en société sans ces machines-là, quoi.
Но эта ситуация, она приводит к тому, что машины, ну, условно, машины, да, они диктуют нам, как нам общаться, как нам коммуницировать друг с другом. Так же, как в муравейнике есть очень тоже четкие там правила, да, как живут муравьи, какие бывают виды этих муравьев и у кого какие функции. Также вот это вот сейчас социальные сети, они, собственно, формируют новый тип человеческих отношений. И это хорошо видно по детям. Например, вот моя дочь, которой 12 лет, она общается со своими друзьями, то, как она это делает, не имеет ничего общего с тем, как я это делала в 12 лет, там, во дворе с подружками. У них совершенно другой формат этого общения, оно не персональное, оно безличное, оно подразумевает, что ты можешь искренне считать другом человека, которого ты вообще никогда в жизни не видел, и с которым у тебя по четкой такой схеме, которую тебе предлагает машина, выстроились отношения. En fait, c'est un peu comme dans les fourmilières où c'est... excusez-moi. En fait, c'est vraiment c'est cette situation qui dicte notre comportement. Voilà, comme dans les fourmilières, en fait, où un ensemble dicte le comportement de chacune des fourmis. Voilà, cette situation qu'on a avec les machines, les téléphones, etc., ça nous dicte notre comportement. Et moi, je le vois à travers aussi ma fille de 13 ans, la façon dont elle vit sa jeunesse, qui n'est absolument pas comparable à celle que moi j'ai vécue quand j'avais 12 ans. Par exemple, elle peut être très amie avec une personne qu'elle n'a jamais rencontrée dans la vraie vie, et pour autant lui raconter tous ses petits secrets. Voilà, c'est vraiment un lien qu'elle a aujourd'hui avec la vie que nous n'avons absolument pas connu il y a encore 15 ou 20 ans. Oui. Moi, je trouve intéressant que l'analogie avec la fourmilière réapparaisse, car ça a été un motif de réflexion depuis très longtemps sur la coexistence des hommes et des machines. Et il y aurait des étapes antérieures, mais l'une des plus intéressantes, c'est quand Norbert Wiener publie ses livres sur la cybernétique, et notamment Cybernétique et Société. Il explique précisément que ce qu'il essaye de faire comprendre aux sociétés, c'est que si elles ne prennent pas conscience qu'elles font système avec les machines, et que par conséquent, il y a des sortes de finalités inhérentes à ce système qui vont se développer, qui n'auront pas été décidées par personne. Simplement, le système va dériver dans un certain sens, il va fonctionner avec une téléonomie immanente, et si on ne prend pas conscience de cette émergence et qu'on ne la régule pas, alors le système va dériver vers un fonctionnement qui s'apparentera à des formes d'auto-asservissement et d'asservissement, où tout le monde se sentira aliéné, tout le monde aura gagné de la puissance, de l'activité, ça sera frénétique, et ce sera une fourmilière. Et donc, il y a vraiment, c'est un motif de réflexion depuis longtemps que de dire il faut cette activité réflexive sur qu'est-ce que nous faisons donc avec les machines. Vous voyez, la question se renverse, c'est plus tellement que faire avec les machines au sens où on va délibérer des fins abstraites comme si les moyens n'avaient pas de valeur en eux-mêmes. Non, notre système avec les machines fait apparaître des fins, mais qu'est-ce que nous faisons aux machines ? Et dans ce cas-là, comment on peut sortir de cette aliénation mutuelle, les hommes asservissant les machines asservissant les hommes. Et on sent maintenant de nos jours que cette angoisse se traduit sous des formes métaphoriques, très souvent par le mythe de la révolte des machines. Donc un des thèmes du rapprochement machine-esclave, c'est aussi celui finalement de Spartacus, de la révolte des esclaves. Il est très présent dans la science-fiction. C'était même le premier thème des robots, la première histoire de robot. Le robot se révolte, c'est Karel Čapek. Exactement. Depuis le début, c'est cette question. Vous l'avez encore avec Terminator, vous l'avez avec énormément de thèmes, y compris chez Asimov aussi, c'est souvent des paradoxes en fait. C'est une apparence chez Paradox, mais bon, chez Isaac Asimov. Et en fait, c'est une analogie qui est relativement fausse, parce que s'il y a bien quelque chose dont n'est pas capable une machine, c'est de se révolter. Une machine peut se détraquer. Mais il n'y a qu'un être vivant qui peut décider de sacrifier, que le choix de son existence est inférieur au choix de sa liberté. Ça, c'est franchement du vivant. Pas seulement l'être humain, d'ailleurs, d'autres animaux peuvent aussi se révolter face à ce qu'ils considèrent comme une sorte d'injustice. Mais une machine ne fait pas, une machine se détraque. Et donc, on a des catégories relativement inadéquates pour traduire ce sentiment d'aliénation qui traverse la société. Je pensais à une des premières histoires de science-fiction qui est traitée de sujet d'une machine monde, en fait, c'est The Machine Stops de E.M. Forster.
dans lequel les gens, ou pratiquement, ils voient Internet, ils voient la télé avant que ça ait existé. Et tous les individus de cette société vivent dans des cellules hexagonales, donc l'image de la ruche, n'ont plus aucune interaction en réel et ont des interactions par écran interposé. Il y a même des tablettes. C'est un texte ça date de 1909. Ian Forster, c'est aussi l'auteur qui a écrit Maurice, Chambre avec vue et ce genre de livres qui ont été adaptés au cinéma, avec juste raison. Et ce texte-là est extraordinaire parce qu'il y a tout. Et la machine se détraque. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on n'imagine pas du tout dans nos conversations le fait qu'on ne puisse plus se servir demain de machine. Alors c'est tout à fait probable qu'on n'ait plus la possibilité de se servir de machine. Alors je comprends même pas pourquoi on ne se pose pas cette question-là. On est dans un mythe de la croissance illimitée, comme si ce rythme était soutenable, comme si on allait avoir des machines toute notre vie avec des ressources en métaux, minérales, qui vont nous permettre de... Alors effectivement, le plus grand danger, c'est pas forcément les robots qui se révoltent contre nous. C'est peut-être simplement notre rapport à la machine et à notre incapacité aujourd'hui à savoir s'en passer. Et moi, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle L'âge du low-tech de Philip Biwix, qui est très intéressant là-dessus parce qu'il fait le rapport entre la déplétion des minerais et puis l'énergie qui va aussi nous manquer, puisque on est dans le peak everything, et c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème, on en a plein en même temps. Donc là, je suis un petit peu étonné d'avoir une conversation qui fait que comme si on allait avoir pour toujours une corne d'abondance qui allait satisfaire nos besoins. Sorry, you're looking at me. I'm not sure I have a response right away. I find myself thinking more and more about this idea of us as slaves of machines. It's a fascinating one in that it's sort of, people talk about a digital revolution happening. We're sort of performing a revolution in reverse rather than the machines rising up or us rising up empowered by the machines. We are spontaneously subjugating ourselves to machines. I find myself just trying to think in positive terms of where resistance would come from, where change would come from. Government is obviously, at least in America, not capable of regulating technology in an effective way, partly because it moves too slow, much too slow, many cycles slower than technological change, and partly because it's too heavily, there's a powerful lobbying presence that the technology companies have. Technology and the government are closely allied. I find myself thinking about, will there be local, community-based resistance to the presence of technology in our lives? I see that on the level of the family only. It's the only place where I see people pushing back, to use an infantile term, at screen time or things like that. I see sort of no other source of resistance to technology than that. Alors, là, je suis assez intéressé par la question de la connaissance. On ne pourrait pas évoluer justement sans la technologie et la machine. Je pense par exemple à Seul sur Mars, qui pose le débat d'une manière assez éclairante, davantage le roman que le film, où la personne, grâce à une technologie très avancée, se retrouve sur Mars et est obligée de se débrouiller par ses propres moyens, de se demander comment je vais pouvoir survivre pendant tant de temps, qu'est-ce qu'il y a comme énergie dans une pomme de terre, j'ai besoin de combien de pommes de terre pour pouvoir manger, il va falloir en cultiver combien pour pouvoir poursuivre la production, j'ai besoin de combien de terre, de combien de surface. Tout d'un coup, cette connaissance
c'est une connaissance, devient importante. Et à ce moment-là, j'ai envie de demander à Vincent Bontemps le rapport de la connaissance par rapport à la machine. Est-ce que l'on peut faire encore de la recherche sans la machine? Et je crois qu'il y a une recherche transdisciplinaire autour de la technique en astrophysique, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Explore Nova et de toutes ces questions? Ce qui est certain, c'est, on va revenir à mon autre idole qui est Gaston Bachelard, c'est que la science contemporaine se caractérise par le fait qu'on ne peut pas se passer de la technique. Donc d'une partie, il y a l'importance cruciale des mathématiques qui ne sont plus simplement une façon de décrire des choses qui existent déjà, mais une façon de comprendre la structure du monde et de prédire des phénomènes qui potentiellement sont là, mais qu'il faut actualiser. Et d'autre part, la création de dispositifs techniques, que Bachelard appelle la phénoménotechnique, parce c'est la technique qui fait exister les phénomènes, et donc qui actualise des potentialités de la nature que sinon on n'observerait jamais. En tout cas pas à la surface de la Terre. Et c'est présent aussi bien dans la physique des particules avec les accélérateurs qu'avec ces machines qu'on envoie dans l'espace pour scruter les nuages de gaz dans des longueurs d'onde de l'infrarouge lointain et qui seront évidemment, on n'a pas de contact, si vous voulez, avec des phénomènes à ces échelles, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, si la technique ne servait pas de médiation entre nous et la nature, entre ces phénomènes. Et dans ces cas-là, il est trompeur de parler de dépendance. C'est bien évidemment ce côté positif dont on parlait avant, d'extension des capacités d'action et de perception de l'être humain qui est en jeu et qui permet de voir le caractère constitutif de la technologie dans les connaissances actuelles. C'est un autre aspect qui rejoint notre problème de l'esclave, qui est que ces machines-là qu'on crée pour faire de la science ne sont précisément pas des machines asservies à une recherche du profit ou d'un productivisme qui serait extérieur et utilitaire. Elles n'ont pas vraiment d'utilité, elles ont une fonction qui est vraiment que leur fonctionnement réalise un certain nombre de phénomènes naturels ou nous donne accès à une interaction avec un certain nombre de phénomènes naturels. Et dans cela, il y a une forme de pureté de la technique qui n'est pas mélangée avec d'autres valeurs sociales ou économiques, qui fait que ces machines-là, pour ainsi dire, sont des machines libres. Voilà. Elles ont d'ailleurs un rythme de développement tout à fait différent, et puis elles sont source de très nombreuses inventions. Donc, alors, il y a quand même une distinction entre les machines qui permettent d'observer ou de créer des expériences, et celles que vous avez évoquées, parce que la problématique de Alone on Mars est extrêmement intéressante aussi, c'est-à-dire, on l'avait vu dans le film Gravity aussi. Il y a un moment donné où, quand on est en situation d'extrême dépendance par rapport à un univers hostile, la machine reprend ce caractère d'allié, de meilleur ami de la vie. Et chaque fois que l'héroïne de Gravity retombait sur une nouvelle machine, elle avait une grande bouffée d'espoir. Il n'y avait rien de mieux parce que la machine, finalement, on a tort de l'opposer à l'humain ou aux sociétés. C'est des gestes et de l'intelligence humaine cristallisée. Ce n'est pas étranger à la nature humaine. Notre nature, c'est précisément la technique et cette façon de produire des choses en dehors de nous et de nous permettre de faire évoluer nos conditions d'existence. Et quand nous sommes seuls sur Mars, eh bien, tout d'un coup, on se rappelle que l'important n'est pas de donner la machine à la personne la plus riche ou à la personne qui fait le plus peur ou à la personne qui est la plus belle. L'important, c'est de la donner à la personne qui va pouvoir l'entretenir correctement et nous aider à survivre dans un environnement hostile. Et cette prise de conscience, serait bien qu'on l'ait avant qu'on soit de nouveau comme sur Mars, c'est-à-dire dans une situation de précarité, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire le fait, un jour ou l'autre, on se rappellera à quoi servent les machines. Et c'est pas à faire de l'argent. Mais il faudrait pas que... Plus tôt viendra ce jour où on considérera autrement notre rapport à la machine et donc notre rapport à la nature à travers la machine, le mieux ce sera pour le destin de l'humanité. Non, je souscris à ce que tu dis, ne serait-ce que par on parlait de recyclage tout à l'heure. Dans une technologie avancée, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas recycler. Donc en fait, on met à la poubelle énormément de choses dont on a besoin. Et cette forme de danger pour une satisfaction immédiate et des besoins qui ne sont pas forcément nécessaires, vitaux, ça peut paraître contradictoire, mais comme tu disais tout à l'heure, on se crée certains besoins. Le fait de ne pas pouvoir réparer des machines, le fait de pas avoir une pensée plus soutenable me paraît
complètement mortifère, quoi. Alors maintenant, la technique, les machines, oui, ça peut être un allié de l'homme, ça l'est déjà. Maintenant, il faut mettre les conditions, il faut mettre ça au service des conditions du vivant, et pas seulement de l'humain, parce que si l'homme détruit la biosphère, il n'existe plus non plus. Donc il faut qu'on se rende compte, qu'on réalise qu'on est aussi, que les machines sont nos alliés, mais la nature l'est d'abord en premier lieu. Sylvie, tu voulais intervenir? Lève Grossman, sinon. Enfin. Oui, non, Oh, I was only going to add, I keep thinking about my phone. The two things I want to say about it is, one, this is it's a sealed device. It is designed by Apple not to be hacked. Apple comes out of a homebrew hacking culture, but it makes sure that you can't hack their devices yourself. You can't open them, they don't have screws, they're sealed, their form gives no clue as to their function, both the software and the hardware. And the other thing about it is it's designed to fail. It's designed to become obsolete in 2 or 3 years, so you've got to buy another one. That is a profoundly alienated and dysfunctional relationship to technology, and it's one that requires reform. C'est tout à fait exact. Mon philosophe préféré, Gilbert Simondon, fait une différence très nette, c'est 2 cas limites, entre ce qu'il appelle les objets techniques ouverts et les objets techniques fermés. Les objets techniques fermés, c'est exactement celui dont tu viens de parler. Une fois que le moment où il a le plus de valeur, c'est juste avant que tu l'achètes. Tu l'achètes, ça commence à se dégrader, et en plus, il sera soumis à l'obsolescence. Un objet technique ouvert, c'est l'objet avec lequel tu vas avoir des relations riches, tout simplement parce que, éventuellement, si tu fais les efforts, tu pourras le comprendre, tu pourras l'ouvrir, tu pourras le réparer, tu pourras l'entretenir, tu pourras le modifier. Plus tu passeras du temps avec lui, plus il deviendra ton ami. Pour prendre un exemple qui est tiré de cette fois-ci du domaine artistique, on n'a pas de mal à comprendre qu'un violoniste a une relation affective, de familiarité, de camaraderie avec son instrument. Ça ne fait aucun problème. Et en fait, tous les gens qui sont des artisans, des techniciens, leurs outils, leurs machines, ils apprennent à les connaître, ils les apprécient et ils ont de la peine quand ils doivent s'en séparer. Un militaire, par exemple, tient énormément, donne un prénom à son fusil. C'est son outil de travail et sa vie en dépend. On est d'accord qu'il y a toute une série de gammes comme ça, de relations qui peuvent être très riches avec les objets techniques et que cet objet-là l'interdit. Et dégrade, ça dégrade nos capacités éthiques vis-à-vis de la technique. Sylvie, tu... Oui, non, je pensais à cette histoire de ce qui est nécessaire ou superflu. Le problème, c'est qui décide de ce qui est nécessaire ou superflu. Moi, je considère comme absolument nécessaire de lire, de traduire des textes, d'en discuter avec des gens. Pour d'autres gens, ça ne les intéressera pas. Ils s'intéresseront à d'autres choses. Et qui va décider de toutes les activités qui, effectivement, ont un coût énergétique, un coût écologique, etc. Qui déciderait de quel droit que certaines choses doivent cesser d'exister et ne plus être faites parce qu'elles sont dangereuses. Et c'est impossible. Alors, moi, je crois comme toi qu'il n'y a pas de possibilité de décider a priori pour les technologies. Mais la question de l'universalisation concrète de ce que nous ressentons comme des besoins se pose et en fait nous taraude tous. C'est-à-dire, quand on a 5 écrans, et je plaide coupable, on peut se demander ensuite si 7 milliards d'individus peuvent avoir 5 écrans. Donc la question un peu existentialiste du fait que tu choisis l'humanité quand tu te choisis, est-ce que c'est soutenable? Et donc ça nous interroge tous quand même sur nos modes de vie. Est-ce qu'on peut tous vivre comme des Américains avec 3 grandes bagnoles, l'air conditionné tout pendant 6 mois? Comme des Français, ça suffit. Hein. Les Français, on est déjà sur la ligne juste au-delà du point où on était sur la bonne ligne en termes de consommation énergétique. Il y a encore 10 ans, on a un petit peu dérivé. Mais l'Amérique est clairement au-delà et il y a des raisons objectives pour lesquelles elle est. On ne va pas changer les dimensions de la vie américaine. Ils ont besoin de la bagnole pour circuler, pour aller acheter leur pain, s'ils vont acheter du pain. Donc il y a un problème, je veux dire, de développement technologique qui est civilisationnel et qui est que notre mode de consommation et de production n'est pas universalisable. Nous sommes en train de le vivre, la Chine est en train d'adopter notre mode de... Et nous avons, d'un seul coup, la preuve par la Chine que 2 milliards de plus de personnes qui font la même chose que nous, ça pose un énorme problème. À ce moment-là aussi, on peut parler d'interdépendance, puisque la technologie nous change et il y a une sorte d'aller-retour. Est-ce on va peut-être arriver à un compromis, à une entente entre la technologie que nous utilisons et l'être humain? J'aime bien ce que mettait Anna Sarobines dans son roman, humilité, responsabilité,
devoirs qui pourraient être des règles, des axes qui nous permettraient peut-être de mieux interagir avec nos technologies. Et les 3 autres devises qu'elle avait rajoutées, davantage du côté de l'humain, plaisir, stabilité, mortalité. Ça pourrait aussi s'appliquer à notre débat. Тут важно понимать, что эти слоганы, которые вы приводите, это слоганы из тоталитарной системы будущего. То есть на пользу они не идут на самом деле каждому отдельному человеку. Они каждого отдельного человека как раз-то порабощают. Excusez-moi. Il est important de comprendre que ces devises s'appliquent à un système totalitaire dans un monde futur. Donc ça ne convient pas voilà, aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Très bien. Bon, Я сказала, что они не идут на пользу каждой отдельной личности, они порабощают на самом деле все человечество. Они придуманы, чтобы функционировала система, а не чтобы наладить, не чтобы помочь конкретной личности, а чтобы система функционировала. Voilà, en fait, ça a été inventé pas pour aider chacun de nous, mais pour qu'un système, une société fonctionne dans son ensemble, voilà, et pas pour aider chaque humain. Le terme de responsabilité me paraît quand même intéressant parce que il y a quelque chose qui est qu'on est, on excite souvent en nous l'idée de liberté par rapport à la consommation et notre attitude vis-à-vis des objets techniques. Soyez libre d'en changer. Et traditionnellement, la liberté devrait être liée à une forme de responsabilité. Or, au contraire, ce qu'on excite chez nous, c'est une forme d'irresponsabilité, d'utilisation irresponsable et de consommation irresponsable des objets techniques et de l'énergie. Et de ce côté-là, on se dit que ce serait tout à fait autre chose, la responsabilité dans notre rapport par rapport aux machines. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas dans une position justement d'une propriété qui autorise la destruction de l'objet, mais on serait dans un rapport d'entretien dont on parlait avant. C'est-à-dire on adopterait un objet, même sans le payer, si vous voulez, et puis ensuite on aurait un contrat d'entretien et économiquement ça marcherait parce que on serait obligé de payer régulièrement pour vérifier qu'il a été bien entretenu, pour le réparer. Et ça peut vous paraître utopique, cette idée qu'on adopterait un objet, qu'on l'accompagnerait, puis à la fin de sa vie on le ramènerait, il serait recyclé, on en aurait un autre, et tout ça sans le payer au départ, mais ensuite en investissant du temps et de l'argent dans son entretien. Mais en fait ça existe. C'est-à-dire que si vous voyez Airbus, quand Airbus vend un avion, il y a 2 prix. Soit il vend l'avion avec le moteur ou sans le moteur. S'il le vend avec le moteur, eh bien, c'est moins cher. C'est moins cher parce que si vous prenez le moteur, donc on vous fait une ristourne, on ne fait pas payer le moteur, mais en revanche, vous signez un contrat d'entretien et tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, il vient et vous devez l'entretenir. Et de cette façon, ça lutte contre l'obsolescence parce que le constructeur a intérêt à faire le moteur le plus résistant parce que comme ça, il vous le laisse le plus longtemps possible et il gagne de plus en plus d'argent avec le contrat d'entretien. Vous avez intérêt à l'entretenir correctement parce que si vous le cassez, vous allez repayer la somme du moteur d'un seul coup. Et l'univers, enfin la Terre, il gagne un peu parce que vous avez consommé moins de ressources en l'entretenant. Voilà. Bon, il va nous falloir conclure. On a déjà un petit peu dépassé l'horaire sur ce passionnant débat qui n'est donc pas tout à fait terminé. J'aime bien ce que dit Vincent Bontemps, la part de réalité humaine de l'objet technique, il va falloir la reconnaître, c'est ce qu'il dit dans son article Sardi Venales. Merci de nous avoir affranchis, finalement. Merci à tous.